Bonjour à tous et bienvenue sur Apostat Islam, le podcast des apostats, et en particulier de ceux qui ont quitté l'islam. C'est Momo. Si vous m'écoutez sur YouTube, la chaîne se nomme Témoignages ex-musulmans. Et aujourd'hui, nous allons donc accueillir Anissa, qui est une jeune femme ayant grandi en banlieue, dans une famille plutôt modeste. Et sa particularité, en fait, c'est d'avoir eu un père musulman, mais qui ne l'a pas concrètement initiée à l'islam, et une mère française qui, elle, était totalement française dans le sens où elle est issue d'une famille catholique et où elle n'a jamais montré aucun signe d'intérêt pour l'islam. Donc malgré tout cela, Anissa a fortement subi l'influence de l'islam, et malgré le fait qu'elle ait assez peu de connaissances théoriques, j'ai trouvé son témoignage particulièrement intéressant pour tout l'aspect sociétal et psychologique, et c'est effectivement quelque chose que j'ai réalisé après l'interview, quelque chose que j'avais très peu étudié jusqu'à aujourd'hui. J'avais toujours pensé que l'islam devait être attaqué et critiqué sous l'angle théologique et sous l'angle historique, mais du coup, je me suis rendu compte que j'avais complètement sous-estimé tout simplement l'influence de l'islam au niveau sociologique et au niveau des habitants, des personnalités, du caractère. Et c'est quelque chose du coup qui a été abordé dans cet épisode. Dites-moi si ça vous plaît, parce que dans cet épisode évidemment il y aura très peu de techniques, on va très peu parler du dogme islamique, mais on va plutôt parler des influences de l'islam dans la vie quotidienne. On pourrait se dire limite que c'est du café du commerce, mais pas du tout, vous allez voir. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié l'épisode. Au départ, j'étais parti sur un épisode d'une heure et finalement, j'ai trouvé la discussion très intéressante. On va aussi parler de parentalité et vous allez voir à quel point Anissa a subi une éducation que je qualifierais de carencée, ou peut-être approximative. Je ne saurais pas tellement définir les termes, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a eu plusieurs erreurs manifestes qui ont été commises dans son éducation, ce qui l'a laissé un peu désarmé à l'âge adulte, et ce qui l'a amené à faire quelques choix qu'elle aurait peut-être regretté ensuite et qu'elle n'aurait peut-être pas prise dans d'autres conditions. Vous allez voir qu'il y a aussi l'égoïsme beaucoup qui règne au sein de sa famille, et les conséquences que ça a eu par la suite. Il y aura quelques critiques dans l'épisode qui seront faites au sujet peut-être de certains points éducatifs qu'elle a eu avec ses parents, et il faut pas prendre ça comme des attaques personnelles à chaque fois. Euh, Quand j'analyse les témoignages et quand on me raconte une histoire, plus j'essaie de développer un archétype en tête, et j'essaie pas de critiquer la personne pour le plaisir de le faire, et j'essaie plutôt de comprendre les mécanismes qui la poussent à agir comme telle. Je me prends pas pour un sociologue ou quoi que ce soit, mais en tout cas j'essaie de d'adopter une méthodologie euh, entre guillemets du coup sociologique, mais même si voilà, je le dis en toute modestie, c'est pas du tout mon domaine. En tout cas, j'essaie de prendre du recul. Et je voulais également vous parler d'un livre. C'est le livre, les deux livres qu'a écrit Ouria Boutelja, Les Blancs, les Juifs et nous, ainsi que Beauf et Barbare, Le Paris du nous. Alors dans le premier livre, Ouria Boutelja expose sa vision du monde. C'est un monde qui est dominé par ce qu'elle appelle les blancs. Il faut pas voir l'appellation les blancs comme une appellation biologique, mais plus comme un terme générique. Et du coup, les blancs domineraient le monde depuis environ 500 ans par le biais d'un impérialisme qu'ils tentent de masquer de plus en plus par un humanisme. Et elle, évidemment, ne serait pas dupe de ce petit jeu auquel ça donne les blancs sur du coup les autres peuples qui sont opprimés, qu'elle reprend comme les damnés de la terre en reprenant l'appellation popularisée par Frantz Fanon. Et du coup, tous ces damnés de la terre, on ne sait pas vraiment de qui elle s'adresse, mais que de son point de vue, elle pense aux Arabes et aux Noirs qui vivent dans les cités, dont elle-même, du coup, voilà, se dresse en porte-parole. Elle parle pas vraiment des Latino-Américains, même si je pense qu'elle les inclut à ce nous. Et par contre, s'il y a bien quelque chose que je pense pas, c'est qu'elle inclurait les Asiatiques. Pour elle, l'Asie, c'est une impensée pour le moment dans ces deux livres. Donc, en fait, c'est plutôt les Blancs versus euh, les Africains et le monde arabe, pour faire simple. Et il y aurait entre tout cela, il y aurait les Juifs. Ce serait une race qu'elle-même inclurait parmi les Arabes et les Noirs, mais
mais qui seraient, on va dire, protégés de manière temporaire par les Blancs. Et elle appelle les Juifs justement à revenir vers eux et à s'allier avec eux, parce que elle se voit comme voilà comme une fédératrice de toutes ces personnes. Et en tout cas, à l'échelle de la France, son plan entre guillemets, ce serait de fédérer toutes ces populations et de faire tout simplement une révolution. Donc elle en appelle à 1789 et une révolution qui serait menée cette fois-ci conjointement avec ce qu'elle appelle les beaufs, qui seraient les blancs déclassés. Des beaufs pour qui elle exprime quand même une certaine réserve et une certaine suspicion. Donc elle attend à ce que les beaufs, entre guillemets, fassent montre patte blanche, et avec eux, la première étape avant la Révolution, ce serait un Frexit, tout simplement. Donc, je sais pas si elle a contacté Asselineau à ce sujet, mais ce serait pas impossible de les voir à l'avenir ensemble. Sinon, pour le reste, Ouria Boutedja est décoloniale, ce qui signifie qu'elle pense que la France en particulier et les Blancs en général n'ont pas terminé leur décolonisation et que justement il y aurait une contre-révolution de ces pays-là, du coup des Blancs, et que la décolonisation et la colonisation justement ne serait pas terminée et du coup elle est assez sévère avec le traitement qui serait fait voilà des populations anciennement colonisées. Elle est également anticapitaliste, dans le sens où elle veut retourner à... On sait pas vraiment, en fait, elle le dit pas vraiment à quoi elle veut retourner. Pas au communisme, parce que le communisme serait, selon elle, un impérialisme, et elle est également, du coup, anti-impérialiste. Donc, justement, et c'est ça qu'elle dénonce le plus. Vraiment, s'il y a quelque chose sur lequel j'ai aucun doute, c'est qu'elle soit anti-impérialiste. En tout cas, vraiment, elle le déclare de plusieurs manières. D'ailleurs, c'est pour ça que le communisme, justement, n'a pas de grâce à ses yeux, parce que le communisme serait un impérialisme selon elle, et en particulier le communisme français, qu'elle prend en exemple. En fait, tout ce qu'a fait la France depuis 500 ans, pour elle, ce n'était qu'un impérialisme, et il y a rien à en tirer, il n'y a aucune fierté à tirer des 500 dernières années de la France, selon elle. Mais évidemment, c'est son opinion. Et enfin, elle serait pour l'abolition des frontières, pure et simple. On sait pas. Donc, d'ailleurs, le Frexit serait inclus dans ce grand plan. En fait, son plan, si vous voulez, c'est de réunir tous les Arabes et les Noirs, de les fédérer, de France, du coup, de les fédérer avec les beaufs, donc ce qu'on appellerait peut-être aujourd'hui les Gilets jaunes, de fédérer tout ce beau monde, de faire une révolution, de demander le Frexit. Et à partir du Frexit, eh ben, c'est là où il y a un petit souci à mon avis, c'est qu'elle explique pas vraiment ce qui se passerait. Elle explique pas ce qu'elle compte mettre en place, mais ce qu'elle tenterait à ce moment-là, ce serait de convaincre tous les pays dans le monde qu'il faudrait abolir les frontières. Alors on sait pas comment elle va réussir à convaincre la Chine et les États-Unis de le faire, ça elle le dit pas. Voilà, il faut lui faire confiance. Il faut déjà être d'accord avec son état des lieux, ce qui serait déjà pas une mince affaire. Et ensuite, il faudrait être collectivement convaincu par son plan qu'elle n'expose pas vraiment. Mais tout ça, si je vous l'ai expliqué, c'est pour vraiment que vous vous mettiez dans son univers mental. Parce qu'il y a un dernier élément en fait à ajouter, c'est que elle souhaiterait un regain de la spiritualité au sein des populations. Et évidemment, de son point de vue, et elle le dit entre les lignes, mais elle pense à l'islam, qui serait pour elle la solution. Et moi, c'est là où je décroche avec elle. Enfin, en fait, j'avais décroché depuis le début, mais j'arrivais à trouver une espèce de cohérence. C'est le discours classique d'extrême gauche, hein, et elle-même s'en revendique de l'extrême gauche. D'ailleurs, elle comprend pas trop pourquoi est-ce que les beaufs qu'elle appelle ne rejoignent pas l'extrême gauche. Pour elle, les beaufs, s'ils rejoignent pas l'extrême gauche, c'est que c'est trop connoté, bah, justement, arabe et noir. Donc elle, c'est ça son explication. Moi j'en ai peut-être d'autres, mais peu importe, c'est pas le sujet du jour. Et du coup, son grand plan, ce serait également du coup de réislamiser, enfin ou d'islamiser la société, ou en tout cas de remettre au goût du jour tout ce qu'elle appelle le spirituel. C'est là où je décroche un petit peu parce que l'islam, pour moi, a toujours été impérialiste. Entre le jour où le prophète crée sa secte et qui commence à la développer, où ses successeurs, les tout premiers califes, continuent eux-mêmes de développer géographiquement l'espace et en fait sans qu'il n'y ait aucune limite, moi j'appelle ça un impérialisme. Donc j'ai du mal à comprendre la logique d'être anti-impérialiste durant 2 romans et de prôner une religion qui l'est par nature. Alors peut-être que l'islam entre dans la catégorie abolition des frontières. C'est sûr que pour les musulmans, la planète devrait être entièrement islamisée.
Mais si c'est ça le plan abolition des frontières, si c'est c'est pour ça d'ailleurs qu'elle nous donne pas vraiment le fond de sa pensée. Si le plan c'est qu'on devienne tous musulmans, enfin j'aimerais bien qu'on en discute quand même avant. Mais oui, c'est sûr, il y aurait plus de frontières, toute la planète Terre serait musulmane. Je pense que d'un point de vue musulman, le plan se tient, hein, j'ai envie de vous dire. Mais je sais pas, moi je suis pas vraiment d'accord. Évidemment, elle est anti-laïcité. Pour elle, la laïcité c'est juste un masque, enfin quelque chose qui est fait pour écraser les musulmans en France, hein. On connaît la chanson. Mais du coup, l'islam et l'anticapitalisme, je sais pas si ça fait bon ménage, puisque de ce que j'en sais, le prophète était un grand commerçant, tous ses compagnons l'étaient aussi, il vivait du commerce. Je sais pas ce qu'est le commerce si ce n'est quelque chose de capitaliste. Il faudrait m'expliquer en quoi on peut être commerçant. Prenez une société qui est sur le commerce. Les musulmans, c'est vrai que de France, on a du mal à s'en rappeler, mais de base, c'est des commerçants, c'est des businessmen. C'est pas du tout le socialisme, l'islam. Donc, je comprends pas l'aspect anticapitaliste et le fait d'être musulman. Donc ça, je trouve que c'est une seconde incohérence d'Ouria. Et enfin, le fait d'être décolonial, l'islam, à chaque fois qu'il s'est imposé, les minorités religieuses ont toujours été dominées. Il suffit de voir le pacte de Omar pour s'en convaincre. C'est un peu le problème que j'ai avec Ouria Boutelja, c'est que elle aurait peut-être dû lire la Bible avec Jésus qui explique avant de regarder la paille dans l'œil de son adversaire, il faut regarder la poutre qui est dans le nôtre. Ça lui aurait peut-être épargné la rédaction de deux livres qui au final sont très incohérents. Je pense, pour moi, c'est le plus gros défaut à tenter de masquer en nous, et c'est pour ça d'ailleurs nous, on a réussi en partie à s'en délivrer avec l'apostasie. C'est le problème de la cohérence. D'ailleurs, dites-moi si un jour vous me trouvez incohérent sur un sujet, mais c'est vraiment quelque chose que j'essaie vraiment de maintenir en moi, et je comprends pas qu'on puisse être aussi aveugle à ces... Parce que Ouria Boutelja, malgré voilà, toutes les polémiques qu'il y a eu autour d'elle, c'est une femme très intelligente. Les deux livres, et surtout le deuxième, Les Beaufs et Barbares, le Paris du Nou, c'est des livres très bien écrits, avec énormément de références, on sent elle a lu énormément, mais je comprends pas qu'à ce niveau d'intellect, on puisse se montrer aussi incohérent sur trois points, quoi, fondamentaux de sa propre doctrine. C'est elle qui se déclare décoloniale, anticapitaliste et anti-impérialiste, et elle se rend simplement pas compte que l'islam est totalement à l'opposé de ces trois principes. À noter qu'elle n'est pas fan de l'islam des Saouds, donc j'imagine qu'elle a un autre islam en tête, peut-être un truc un peu plus spirituel, mais même, ça efface pas l'histoire de l'islam, qui n'est qu'une succession de batailles et de violences, avec quelques périodes évidemment de pacification et de paix derrière, mais à quel prix? Voilà ce que j'avais à dire sur Ouria Boutelja. Je vais passer à présent à l'interview avec Anissa. Et en fin d'interview, je vais vous parler de la première association du coup qui a été créée, qui s'appelle Laïcs sans frontières. Et j'ai plein de choses à vous dire là-dessus. Donc si vous pouvez me laisser le temps de vous en parler en fin d'interview, je vous retrouve en fin d'interview. Et puis pour le moment, bah, bonne interview avec Anissa. Bienvenue sur Apostat Islam, le podcast des apostats. Aujourd'hui, on accueille Anissa. Et Anissa, est-ce que déjà tu peux te présenter à tout le monde en Oui, quelques mots? oui. Donc, moi, je m'appelle Anissa, j'ai 36 ans. Je suis, franco-algérienne, donc, d'une mère française et d'un père algérien. Je suis maman solo d'un enfant, adolescent et donc j'ai été en couple avec, un Français d'origine tunisienne, qui est le père de mon fils et de qui je suis séparée et donc voilà, aujourd'hui, je suis toute seule avec mon fils et sinon j'ai un grand frère et 2 sœurs, pardon. Un grand frère, Ah oui. issu d'une, première union, pour ma mère qui est français, français de pure souche. Ok. Donc aujourd'hui, on va visiter la France, l'Algérie, la Tunisie Exactement. grâce à toi. Est-ce que tu pourrais déjà nous parler de... Donc toi, tu es franco-algérienne et du coup, qui est français, qui est algérien? Donc ma mère est française et c'est mon père qui est algérien. C'est souvent le cas d'ailleurs. Mmh. Est-ce que C'est comme ça il y a que moi qu'ils qui me fait cette remarque ou pas? non, Que mais c'est c'est comme souvent ça qu'ils les... nous ont conquis, c'est par l'union. Mais bon, j'ai une mère, assez résistante donc c'est ce qui m'a aidée et c'est ce qui fait aujourd'hui, bah, la personne que je suis. Ok. C'est quoi l'histoire de la famille de ta mère? Ils ont fait la Alors, Première Guerre mondiale? non, c'est pas nécessairement l'histoire de la famille de ma mère, c'est plus,
la personne qu'elle est. Je pense qu'elle est toujours restée elle-même et qu'elle ne s'est pas laissée influencer par mon père. Après au-delà de ça, mon père est algérien, mais il est arrivé en France quand il était jeune. Il s'est bien adapté, à la culture, française. Et il est venu en France et il s'est habitué aux mœurs. Il est resté un peu dans sa culture, arabe, il mangeait pas de porc, enfin, il mange pas de porc encore aujourd'hui. Il faisait le ramadan, mais il a jamais été très pratiquant au départ. Il l'est plus aujourd'hui, mais disons que sur, 20-30 ans, il a jamais été très pratiquant. Donc ça a peut-être aussi, très peu influencé ma mère, mais elle, elle est restée très française, catholique, bon pas pratiquante, du tout non plus, mais voilà avec, des racines, catholiques. Elle à la maison, elle mangeait du porc, elle a toujours été très libre, s'est toujours habillée, comme elle le voulait, elle a toujours fait ce qu'elle voulait donc voilà, c'était beaucoup, beaucoup de France à la maison. OK. Et du coup, ils vous ont élevé comment tes parents, au niveau de la morale? Je dirais bizarrement, dans le sens où, je pense que j'avais un père, algérien, qui était, moitié français, moitié algérien. Dans le sens où, bah, à la maison, il y avait pas de règles, mais par contre, il y avait beaucoup de non-dits, beaucoup de pudeur, dans le sens où il nous a jamais appris la religion, il nous l'a jamais imposée. De toute façon, il était absent, de par le travail, donc c'est ma mère qui nous a quasiment élevés. En revanche, il a toujours eu le comportement, je dirais, musulman quoi. C'est-à-dire, pas d'alcool à la maison, pas de sorties, pas de petits copains, voilà, on avait quand même, une éducation, francisée, mais avec, toujours le spectre, de alors je vais dire la religion, mais je sais pas si c'est réellement ça. Je pense que c'est plutôt, l'influence culturelle. On avait quand même un manque de liberté, si tu préfères. On n'était pas des alors moi j'ai 2 sœurs, hein, on n'était pas des jeunes filles, qui sortaient. On allait à l'école, on rentrait à la maison, on sortait pas dehors. Arrivé à l'adolescence, on fréquentait pas les bars, on n'est jamais allé en boîte, Tu faisais des pyjamas parties, par exemple, avec tes jamais. copines? Non, jamais. Tu jamais accueilli des copines chez toi pour une pyjama party? Non, jamais. T'en as Mmh. exprimé le besoin ou pas? Exprimer le besoin, pas nécessairement. Disons que je pense que sans que les règles soient posées, elles étaient là. Je savais que, bah, ça se ferait pas, en fait. Moi, je veux quand même un exemple, parce que t'as bien des copines qui t'ont invité Ouais, à des pyjama parties, par exemple. ouais. Pourquoi, je vais faire la fixette sur la pyjama party? C'est parce qu'on peut comprendre que, les boîtes de nuit, on va dire en fait, je vais, je je pense qu'on peut avoir de très bonnes raisons de refuser l'accès aux boîtes de nuit à des filles, tu vois? Mais une pyjama Mmh. party, il y a rien de plus, innocent. Le simple peut-être problème, c'est le côté organisationnel, comment on s'organise pour la faire. Mais je veux dire au niveau des mœurs, de la morale, il y a enfin en tout cas, sauf si, bah, on va essayer de découvrir avec toi ce qui a fait le blocage, mais en tout cas, on en revient à une interdiction du style interdiction d'aller en boîte de nuit. Alors Qu'est-ce que tu penses, du fait, d'un scénario où une de tes copines t'aurait demandé de faire une pyjama party? Qu'est-ce qui se serait passé à ce moment-là? Typiquement, on va dire. Sauf ce si qui tu as se un serait exemple, passé précis en tête, hein. ouais, non, mais ce qui se serait passé, c'est que, bah, j'aurais demandé à ma mère, mais elle m'aurait dit: «Ton père, sera pas d'accord, en fait». Parce que si tu préfères, je pense que bien en étant, adapté en France, en tout cas, voilà, il travaille ici depuis, 30 ou 40 ans, il sortait lui-même dans les bars et tout ça, hein. Je pense qu'il avait pas les codes, en fait. C'était un petit côté, ignorance. Il avait pas les codes, Il avait pas les codes de l'accueil? je pense qu'il avait pas les codes. Si mes amies étaient françaises, il avait pas les codes et d'un Ah, autre on parle côté on parle d'enfants, d'adolescents, tu qu'est-ce ouais, qui mais je pourrait le pense gêner? qu'il était assez, comment dire? Je dirais pas rabougri, mais assez fermé, en fait. Un côté, très refermé, très très sectaire et je pense que c'est pas comme, quelqu'un qui sait, accueillir les amis de sa fille ou Ça viendrait ça d'où? ça Est-ce que vient, ça viendrait de sa personnalité propre, mais sans aucun rapport avec, une quelconque, culture ou éducation? Ou alors ça vient non, d'une, je pense que c'est dans l'éducation parce que dans sa famille en Algérie, ils sont très famille, très entre eux, ils sont quand même assez fermés à l'extérieur, ils sont toujours, entre frères et sœurs. Il y a pas vraiment de mixité, même avec, des amis, des voisins, donc je pense que c'était voilà des une famille qui était, assez, reculée dans la tribal. campagne et qui vivait entre eux et voilà, tribal, ouais.
Donc je pense qu'il sait Et pas faire. tu dirais que les Algériens alors de ce que toi tu en as vu, hein, donc c'est Ouais. simplement ta perspective, sont des gens tribaux? Non, pas nécessairement. Je pense que ça dépend de la région, ça dépend de l'éducation, ça dépend, du niveau D'accord. de Donc vie, ça dépend de beaucoup c'est de des choses. gens de sa région qui étaient tribaux, et du coup lui avait une mentalité tribale, et du coup ça expliquerait en fait l'éducation que vous avez reçue, et ta mère n'a pas su s'imposer face à cela. Donc en fait Là-dessus, elle c'était a pas lui su qui s'imposer. Mmh. Autant elle a pu donc c'est lui s'imposer, sur certaines choses, sur quel sujet elle pouvait s'imposer? sur elle-même. C'est-à-dire qu'elle, elle s'autorisait de manger du porc, elle s'autorisait, de vivre, comme elle l'entendait, hein, même si c'était pas une fêtarde ou qu'elle faisait pas de grands voyages ou de grandes choses comme ça. Mais je pense qu'elle s'autorisait, à être elle-même, mais pas nous. Pas moi et mes sœurs parce que je pense que derrière, elle savait très bien, quelle réaction ou quelle pensée il pouvait en avoir et je pense qu'elle voulait éviter, de s'attirer ses foudres, même si c'était pas quelqu'un de nerveux ou de violent, hein. Mais c'était plus facile pour elle de, de faire semblant devant lui, en fait. C'est un petit peu l'éducation que j'ai eue, on a toujours fait semblant devant mon père. Par lâcheté alors, pour ta De quoi? mère. Enfin vous étiez des enfants, il y a pas de souci, mais en fait Ouais, ta mère par lâcheté, elle préférait lui laisser le mauvais rôle. le pouvoir. Ouais, c'est ça. OK. Il a toujours eu le mauvais rôle. Après, est-ce qu'il était réellement mauvais? Je pense pas avec le recul, maintenant que je suis une adulte et que j'ai plus de contact avec lui parce que voilà, il vieillit donc il a aussi besoin, des parents autour enfin pardon, des enfants autour de lui donc moi je lui parle un peu plus qu'auparavant et je me rends compte que c'est plutôt quelqu'un, qui savait pas faire, en fait. Il savait pas faire et je pense qu'il savait pas faire parce que c'était culturel, que dans sa famille, c'était pas voilà, il y avait pas forcément de dialogue avec, les enfants, c'était entre eux, enfin, ouais, il savait pas faire et voilà, je pense que ma mère, en a profité pour mener les choses, à sa manière, ce qui n'a pas non plus été plus mal. Elle lui trouvait quoi ton père? Elle lui trouvait quoi, mon père? S'il a pas l'air hyper commode. Ah bah, ça c'est un mystère, hein, parce qu'ils Elle sont voulait quand juste un même, mec qui je sais ramène pas. l'argent à la maison. Bah, peut-être, hein, parce qu'elle était mère au foyer et lui il travaillait donc éventuellement, puis elle avait un Éducation enfant traditionnelle. ouais, puis elle avait un enfant Ils d'une avaient première union bien aussi, c'était peut-être aussi pratique, enfin je sais pas, hein, OK. mais je veux dire, encore aujourd'hui, dans leur couple, il y a de grosses dissonances, hein. Moi, mes parents s'entendent pas, hein, 40 ans après, ils s'entendent toujours pas, ils sont très différents, hein. Ils trouvent comment leur équilibre? Ah, il y en a pas, je sais pas, c'est chacun de leur côté. C'est-à-dire que mon père, il s'enferme dans sa chambre, en regardant, la chaîne, de l'Algérie, en écoutant le Coran, et puis ses vidéos YouTube là, des trucs, vachement, sectaires quoi. Parce qu'il était pas comme ça avant, hein. Et puis bon, ma mère, elle a fait sa vie de son côté. Je pense que l'équilibre, il y en a pas, ils sont totalement différents et ça, je pense que ça a eu un impact sur, alors je vais peut-être pas parler au nom de mes sœurs, en tout cas, mais moi, ça a eu un impact parce que pendant longtemps, et peut-être même encore aujourd'hui, je sais pas qui je suis. Je sais pas si je suis française ou si je suis, algérienne. Alors, je suis française, de naissance, je suis née en France. Tu connais l'hymne algérien? Non, je connais pas l'hymne algérien. Bah, tu connais l'hymne français? Un petit peu, Bon, bah, tu ta réponse. un petit peu. Oui, non, ça c'est sûr. C'est sûr que j'ai ma réponse, mais si tu préfères, je pense que l'histoire de ma vie, elle s'articule là-dessus. C'est-à-dire que j'ai été ni totalement Oui. française, ni totalement algérienne. Parce qu'il y a pas une influence qui a dominé. C'est-à-dire que j'ai pas un père, algérien qui a dominé avec une éducation, islamique, mais j'ai pas non plus une mère française qui a dominé, avec, une éducation, française, en fait, si tu préfères. Je pense avoir été un petit peu perdue entre 2 cultures. Je savais pas trop vers quoi me diriger. Nous, on habitait, donc on vient d'un milieu modeste, hein, ma mère était mère au foyer, mon père était ouvrier. On habitait dans des HLM. Donc autour de moi, j'avais beaucoup de familles maghrébines ou alors, sénégalaises, turques et autres. Donc tu avais quand même, beaucoup d'influences, islamiques autour de moi. C'est un peu ce qui m'a guidée, en fait. C'est-à-dire que j'ai été, très attirée par la religion de par, l'entourage amical aussi. Mais c'est bizarre à expliquer, mais j'étais entre 2. C'est-à-dire que pour mes amis, j'étais française, pour mes amis d'origine étrangère,
Parce que voilà, moi, j'avais pas l'éducation musulmane, j'allais pas à l'école, coranique avec eux, je pratiquais pas, donc pour eux, j'étais pas une arabe. Mais par Tu contre, mangeais du porc? non, je mangeais pas de porc. Mais je pense que pour eux, enfin pour, les amis que j'ai eus, en tout cas de confession musulmane, ma mère était française. Donc je faisais pas partie de leur clan, si tu préfères. Sans même Ouais, mais moi, ma savoir mère, elle était française et j'étais totalement intégré, hein. ah ouais? Enfin, j'étais vu comme un Marocain. Ils D'accord le savaient, hein, et mais et elle se elle comportait comment? Comme une française aussi? elle était convertie, hein. Elle était Ah, voilée. ouais. C'est peut-être la différence parce que c'est vrai que moi, ma mère a toujours été, très française. Enfin, elle est blonde, aux yeux bleus, elle sortait dehors, elle fumait, elle a jamais eu de limite à dans ses paroles, hein. Elle parle très ouvertement à tout le monde, donc ouais, moi, j'étais, la fille d'une Française, en fait, dans le quartier où j'habitais. Donc voilà, pour mes amis d'origine étrangère, j'étais française et à l'école, j'avais des amies françaises. Pour elles, j'étais pas française parce qu'il OK. y avait ce côté, manque de liberté. Tout à l'heure, on parlait de soirée pyjama. Je me rappelle à l'école primaire avoir eu, des amies, petites blondes aux yeux bleus, petites françaises classiques, hein, qui faisaient leur soirée pyjama entre elles. Elles avaient toutes, leur petite Barbie, leur, je sais plus, le téléphone secret là où voilà, où on appelait des garçons en secret, des bêtises comme ça, en fait. Et moi je savais pas, enfin, moi à la maison, il y avait pas tout ça et puis, voilà, c'était des amies, mais je partageais pas non plus grand chose avec elles puisqu'à la maison, c'était pas pareil. Donc à la maison, c'était ni comme chez les Français, ni comme chez les étrangers. Tu comprends un peu mon discours? Ouais. Et Et la religion dans tout ça alors, l'islam? alors Parce que voilà, tu mangeais pas de porc, mais non, je on en mangeais pas parle. de porc. Enfin, je veux dire, en général, c'est un sujet qui entraîne une discussion religieuse. Ne serait-ce À qu'à la la maison? cantine, on te dit, ah, tu manges pas de porc, est-ce que tu es musulmane? Bah, Non, quand à l'extérieur. à l'extérieur? Ah, tant que j'étais enfant, c'était pas une discussion qu'on avait et puis, pour amener un petit peu à la religion, c'est vrai que moi je m'en suis rapprochée donc avec des amies qui, elles, avaient grandi, dans un environnement, musulman. Bizarrement pour moi, c'était quand même plus simple de m'intégrer, avec des amies musulmanes qu'avec des amies françaises parce que, à la maison, j'avais pas l'islam, qui Hmm. était pratiqué, mais, j'avais pas non plus la liberté. Ce qui veut dire que dans un milieu totalement français, je pouvais pas m'intégrer. Je pouvais pas aller boire un verre. Je pouvais pas, j'avais pas d'argent de poche non plus, on n'avait pas les moyens. Je pouvais pas aller boire un verre, je pouvais pas parler à un garçon dans la rue. Pour moi, c'était plus simple de me rapprocher des amies, arabes quoi, si tu préfères. Elles avaient la même vie que moi, avec de mon côté un truc en moins. Le truc en moins, c'était la religion, la connaissance et la pratique. Donc j'ai essayé d'aller le chercher. Ça me rendait curieuse et j'avais l'impression que, Mais heu, pourquoi? j'avais Parce l'impression que qu'elles avaient un trésor est-ce que que tu moi te j'avais sentais pas. musulmane ou tu te sentais Je me sentais, musulmane à ma manière. C'est-à-dire que j'avais la foi depuis tout petite. Depuis toute petite, j'ai toujours cru, en un Dieu, en un diable. Alors, moi j'avais pas peur du diable, hein, mais pour moi il y avait un Dieu, un diable, il y avait quelque chose de supérieur, donc j'ai toujours été, croyante. Puis comme j'avais tendance, à me rapprocher, d'amies musulmanes et que mon père est algérien, pour moi, de fait, j'étais musulmane en fait. Sans avoir une pratique, rigoureuse. De toute façon, je te dirais que jusqu'à 15, 16, 17, voire même 18 ans, moi la pratique je la connaissais pas. Je connaissais le ramadan, je savais qu'il tu le fallait faire faisais? la prière. Non, je le faisais pas. Je le faisais pas. Avec mes sœurs, on mangeait en cachette, dans notre chambre. Notre mère, En cachette? nous En donnait à cachette de manger, ton père? de mon père, ouais. Il nous l'imposait, mais il nous l'imposait pas non plus, quoi. C'est-à-dire que il nous disait, Attends, il «Faut vous faire le ramadan». imposait de faire le ramadan? Il nous disait: «Faut le faire», hein. Mais si on le faisait pas, on s'en cachait, je pense qu'il s'en doutait. Puis pour lui, on était des mécréantes, quoi. Il nous le disait clairement, hein: «Mécréantes, vous irez en enfer», quoi. C'était son problème et pas son problème. Je pense que c'était un peu, c'est un égoïste, quoi. Je pense avoir eu des parents égoïstes, dans le sens où, je te disais tout à l'heure, ma mère, elle vivait pour elle, mais pour nous, elle s'arrangeait avec mon père et mon père, je pense que la religion, c'était, pour lui et comme, un père musulman a le devoir de transmettre à ses parents, il nous disait, «Bon, il y a ça à faire, il y a ça à faire», mais au-delà de ça, il nous apprenait pas. Il Autour t'a d'une déjà montré table, comment faire une prière? Il t'a déjà non, montré, non, jamais, mais il savait pas non plus jusqu'à il y a pas très longtemps. Il savait pas prier non plus, mais même le ramadan, je veux dire, il aurait pu nous mettre autour d'une table et puis nous dire: «Voilà, le ramadan, en voilà l'origine, en voilà le but, l'objectif, faites» et puis voilà, donc moi même si j'avais avec des vous, il questions avait du mal à dialoguer? ouais, vraiment très, très peu de dialogue, ouais.
Et il est comme ça aussi avec ses amis ou? Je sais pas, je sais pas. C'est quelqu'un de très, je dirais pas secret, hein, mais en tout cas, comment dire? Sans trop dénigrer non plus, hein, parce que c'est pas le but, mais je pense qu'il menait Non, sa vie, j'aimerais en bien fait. comprendre le mécanisme en fait. C'est Qu'est-ce compliqué. que qu'est-ce que le fait d'avoir été comme il l'est a donné comme trace sur toi, la manière dont tu vois les hommes, peut-être la manière dont ensuite Ouais, t'as ouais. choisi ton premier mari. Est-ce que il t'aurait pas reproduit quelque chose? Enfin bref, c'est plus essayer de Il comprendre le m'a mécanisme. manqué, je pense qu'il m'a manqué la présence d'un père, qui me donne, peut-être un chemin. Alors je dirais pas des règles, hein, parce que voilà, on n'a pas forcément besoin de règles, pour évoluer, mais je pense qu'il m'a manqué, une présence masculine et puis, la culpabilité aussi. Je pense que j'ai une vie qui a été guidée, par la culpabilité. Quand je te dis, voilà, il nous imposait pas le ramadan, mais après, c'était, bah, de toute façon, vous êtes des mécréantes et vous irez en enfer, quoi. Donc et démerdez-vous avec ça. Parce que pour moi, si c'était important pour lui, Mais ta mère, heu, elle devait pas intervenir à ce moment-là? Parce que le rôle du partenaire, c'est d'intervenir quand il a l'impression que tu vois pour le bien supérieur de l'enfant. J'ai ouais, bien mais compris qu'elle avait pas je pense marqué des que points ça avec son l'arrangeait mari. pas. Non, je pense Qu'est-ce qui que l'arrangeait ça pas si elle ce était qui intervenue à l'arrangeait ce moment-là? pas d'aller contre lui, bon après c'est des histoires de couple entre parents, mais je pense qu'elle, elle devait tirer son profit, ailleurs, de pas s'opposer à lui, dans le financier ou dans des choses comme ça et puis voilà, je pense qu'elle voulait pas se le mettre à dos, tout simplement et pour pas se le mettre à dos, bah, elle justement, elle faisait dans son dos. Quand je te dis elle faisait dans son dos, c'est-à-dire que devant lui, c'est, «Oui, oui, t'inquiète, elles font le ramadan», mais c'était la première à nous faire à manger et à nous donner à manger en cachette, dans la chambre. Mmh. Donc Bon, bah, à ce moment-là, en tout cas, tu avais une très bonne image de l'islam. Hem, que qu'est-ce je qu'on pourrait connaissais dire pas d'autre? encore, hein. Voilà, que tu connaissais pas grand-chose et j'imagine que tu avais des copines musulmanes qui ont tenté de Ouais. te faire découvrir, leur religion. Enfin, c'est pas comme, comme maintenant parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a vraiment un gros prosélytisme en plus avec les réseaux sociaux, et autres. Tu Mais trouves? ouais, c'est Ouais, énorme. ça Je m'étonne. trouve qu'il y a énormément de vidéos, notamment de jeunes filles, hein, qui diffusent énormément de messages sur les réseaux sociaux. Enfin moi ça me fait peur. Je trouve qu'on est dans une période où, c'est hyper présent. Moi ça me fait peur, même, pour mon fils, hein, on pourra en reparler plus tard, hein, mais je trouve que l'islam est très présent sur les réseaux sociaux et qu'il y a une grosse partie de la gente féminine, qui le promeut et ça je trouve que c'est terrifiant. C'est quelle sensation que tu as, du contenu? Parce que moi, j'ai jamais regardé de contenu féminin de prosélytisme, récent, en tout cas. C'est quelle sensation? Ça fait peur en fait. Est-ce que c'est sur un ton informatif, bienveillant, explicatif? Il y a de tout. Alors j'y serais venue petit à petit au fur et à mesure de mon histoire, mais moi je mets les femmes musulmanes, enfin les femmes ou les jeunes filles, hein, peu importe, hein, dans 2 catégories. Je pense qu'il y a la première catégorie, de personnes, fragiles et qui ont une vraie dévotion, envers Dieu ou quoi que ce soit et qui ont vraiment, qui sont vraiment victimes de l'illusion et qui sont de bonne foi, qui pratiquent parce qu'elles attendent quelque chose, peut-être qu'elles sont en souffrance ou je sais pas. Je pense qu'il y a cette première re catégorie de femmes. C'est terrifiant dans le sens où, en plus j'en ai fait partie, hein, en étant pas très pratiquante, je pense que j'en ai fait partie. C'est terrifiant parce qu'elles se perdent encore plus, en fait. Je pense que c'est des personnes qui sont sensibles, fragiles et qui se perdent encore plus et il y a la deuxième catégorie de femmes que je dirais un peu plus dangereuses. C'est-à-dire que, elles prennent dans l'islam, ce qui les arrange. Parce que la femme a le mauvais rôle en islam, mais si elle est maligne, elle trouve un mec gentil, un mec bienveillant et elle peut très vite, se servir, de tout ce que tu peux trouver dans l'islam qui donne un intérêt, à la femme, hein. Le côté, protection, le côté, homme, qui finance, et puis elle se cache après derrière une image de religieuse pour être mauvaise quoi, voire même, dénigrer les autres femmes. Elles sont meilleures que les autres en fait. Donc je trouve que c'est terrifiant, ça fait peur. Parce que soit on se perd, soit on écrase les autres. Moi je trouve que l'islam, c'est un cadeau pour les personnes méchantes. Ils y trouvent tout ce qu'ils veulent. Il y a tout pour justifier leurs Mmh. mauvais actes. Est-ce que toi, dans ta recherche, du copain idéal, tu avais déjà fait est-ce que tu pressentis tout ce que tu viens de nous dire? Idéal, C'était quoi ton type de mec à 20 ans, par exemple? Un mec, je veux dire, que tu aurais voulu type avec qui tu aurais voulu te marier? méditerranéen,
Disons que moi j'étais jeune et bête, hein, c'était plus physique, qu'autre chose, hein. Pour moi, c'était le type, méditerranéen C'est quoi dans et la vie ton méditerranéen? oh ben, on s'est connus très jeunes, hein, il faisait pas grand-chose, hein, quand je l'ai connu dans la vie. Il Non, mais avait ton décroché. méditerranéen idéal, je veux dire. Bah, je me posais pas la question, c'est ce que je te dis, moi j'étais bête, hein, je regardais, le physique et puis, tant qu'on s'entendait bien, que ça se passait bien, j'avais pas de grandes aspirations, en fait. Le barman méditerranéen, alors. Ouais, je sais pas, peut-être pas le barman, mais en tout cas, je me posais pas de questions, j'étais axée physique et puis, c'est des questions que je me posais pas parce que j'ai pas eu cette éducation. C'est de là aussi, hein, que découle, mon vécu, je dirais chaotique. C'est que, j'ai pas eu cette éducation avec les garçons, dans le sens où je vais vraiment, séparer les choses en 2, hein. Je vais toujours parler, des Français et des musulmans. Je sais pas si je peux dire arabes ou musulmans, hein, peu importe, hein, mais c'est ma vision des choses parce que moi j'étais entre les 2, donc j'ai toujours un point de comparaison entre les Français et un point de comparaison, avec, les musulmans. Si je compare à des amies, françaises, elles ont eu des petits copains très tôt, voire même à 12, 13 ans, déjà au collège. Donc je pense qu'elles avaient quand même, un vécu et une première connaissance, du garçon que moi j'avais pas. Donc moi je cherchais pas grand-chose, hein, je cherchais juste un petit copain, en fait. J'avais pas de grandes aspirations et en comparaison avec des amies, musulmanes, elles cherchaient un mari. Donc elles avaient des critères. Donc il y en avait certaines qui avaient un vécu, qui ont connu, le garçon, le Mmh. jeune homme, l'homme, par l'expérience et il y en avait d'autres qui avaient, vraiment, des critères. Il fallait qu'il soit musulman, il fallait qu'il soit, loyal, qu'il soit fidèle et enfin, je pense qu'elles avaient des critères qui étaient déjà prédéfinis. Moi, j'avais ni l'un ni l'autre. Il me fallait juste quelqu'un. En fait, tu avais la position, à la fois la meilleure dans le sens où tu pouvais vraiment viser n'importe qui dans le spectre, mais aussi, Mmh. le revers de la médaille, c'était que justement tu t'ouvrais à tout un tas de personnes, potentiellement fréquentables. Du fait que par exemple, tes copines musulmanes, qui devaient avoir comme critère, par exemple, que l'homme, ait une situation stable et des revenus réguliers, Mmh. aurait fait qu'elles auraient illico, pas envisagé, je sais pas, un artiste, par exemple, qui par Ouais, voilà. définition, ça peut être, compliqué de gérer, une vie de famille, sachant qu'une musulmane cherche à fonder un foyer donc forcément, fonder un foyer reposant sur, la base des revenus qui est une personne instable, ça aurait pu poser problème. OK, En tout cas, moi, j'avais bon, pas bah, de OK, critères. mais Voilà. ouais, tu pas de J'avais critères. juste, Bon, tu un peu non. ouais, tu un peu le métronome, quoi. Ouais, mais bon, le problème, c'est que ne pas avoir de critères, c'est quand même plutôt bien. Le problème, c'est qu'il faut coupler ça avec, l'expérience de la vie et ça, par contre, tu ne l'avais pas. Tu partais avec, à la fois, un potentiel, mais Bah, aussi un gros handicap. OK. si Mais tu ta mère, avec préfères, ta mère, vous parliez pas de copains? Vous parliez pas de garçons? non, Tu sais, non, elle non, aurait non. pu te donner son expérience, comment ça, non? Non, parce que c'était tabou aussi, quoi. Vous étiez entre filles, par exemple? Et comment ça se Si fait? on non, c'est même quand on était alors pourtant, voilà, je te dis, j'ai 2 sœurs C'est et une puis on rebeu? était fréquemment ensemble. Non, c'est ma mère, c'est une hybride. Ma mère, c'est une Toi, tu m'as hybride, vendu une je pense. bretonne, là. Non, c'est une blonde La aux yeux Bretagne, bleus c'est en en djellaba, Méditerranée? quoi. Non, mais vraiment, hein, c'est une blonde aux yeux bleus en djellaba. À la maison, elle traîne en djellaba, mais elle fume sa clope, enfin voilà, mais c'est une hybride, c'est-à-dire encore une fois, je te dis, elle est très française pour elle. C'est tout, ça s'arrête là. Après, voilà, moi, quand je te dis, j'ai vécu à la française, parce que j'ai vécu à côté de ma mère, mais elle m'a pas donné son éducation, son chemin, voilà, c'est plus dans le mimétisme. Il y avait pas de communication. Alors je Traînes sais pas, en Est-ce que tu traînes en djellaba toi aussi alors? ça m'arrive, ça m'arrive aussi. Donc si tu traînes en djellaba, ça n'a rien à voir avec l'Algérie, ça a juste à voir avec, les cités françaises. Voilà. OK. On est en train de créer des sous-produits de la culture, c'est Clairement. impressionnant. Les sociologues, ils vont s'arracher les cheveux au 22e siècle quand ils voudront analyser, Et moi je cherche encore, hein. la Pourtant c'est mes société parents, hein. française. Purée. Et Et donc du coup, tu rencontres comment ton mec alors? Ah, bah, on habite, le père de ton enfant? une petite ville, on se connaît de vue, depuis qu'on a 15 ans, il court après moi depuis mes 15 ans. Bon, voilà, moi je me sens courtisée, pendant des années, hein, je le laisse courir et puis, finalement, ça se fait, à nos 18 ans De et puis 15 à après 18, il était, en compétition avec combien de personnes? avec aucune, hein, avec aucune. Moi j'étais une petite fille, hein, quand je l'ai rencontré à 18 ans, OK, je pense que j'étais encore une petite fille très naïve, manque d'expérience et manque d'accord. d'éducation, je pense, hein.
T'étais fidèle avec ton courtisan, avec ton unique courtisan. Ouais, enfin, ça me plaisait de plaire à quelqu'un, mais je savais pas faire non plus, quoi. J'avais pas les codes, hein. Moi, je savais pas ce que c'était de sortir avec un garçon, ça m'effrayait et puis bon, après, j'ai évolué de 15 à 18, je suis devenue un peu plus adulte et puis, voilà, j'avais un peu plus, les codes de séduction et puis comme il était là et qu'il me courait, après depuis longtemps et puis qu'il me plaisait aussi, bah, ça s'est fait naturellement, en fait, si tu préfères. Au Donc rapport c'était quoi le plan? C'était mariage? non, non, pas du tout, parce que lui, de toute façon, il avait une famille totalement dysfonctionnelle, qui était aussi loin de la religion. Donc, c'était pas dans nos plans, d'autant plus que, bah, moi, je t'ai dit, j'ai pas eu d'éducation religieuse avec mon père, donc, moi, je connaissais pas tout ça, toutes ces règles, tous ces critères, et qu'il fallait un mariage et que le mariage se déroulait comme ça. Enfin, j'avais un père arabe, mais pas un père musulman à la maison. Alors, il y avait des petites touches d'islam par-ci par-là. Autant il était, musulman, autant, il y a pas eu d'infusion chez nous, quoi. Ou alors l'infusion, elle s'est fait, très, très doucement. Mais c'est difficile à expliquer. On m'a pas donné de règles. En revanche, dans tous les choix que j'ai faits, j'ai subi les conséquences comme si on m'avait donné des règles. C'est-à-dire que donc quand j'ai rencontré mon copain, j'avais 18 ans, on sortait ensemble, hein, pas mariés, voilà, on vivait notre vie, hein. Et je suis tombée enceinte, à 21 ans. Donc voilà, moi, mon père savait pas que j'avais un petit copain. Ma mère l'a su parce que j'habite une petite ville et qu'on m'avait vue avec un garçon, donc c'est venu à ses oreilles. Mais bon, comme on communiquait pas, Elle t'a dit quoi à ce moment-là? rien, rien. Je savais qu'elle savait parce qu'elle faisait des sous-entendus, mais elle m'en a pas parlé. Donc bon, voilà, hein, moi, j'avais pas non plus, envie d'en parler puisque c'est pas des sujets qu'on mettait sur la table à la maison. Donc je faisais ma petite vie, quoi. Bah, jusqu'au jour, où je suis tombée enceinte, donc bah, j'ai dû en parler, quand même à ma mère. C'était pas prévu, je savais pas quoi faire et puis, bah, je me suis dit, «Bon, bah, si tu passes, par la case avortement, va quand même falloir en parler à ta mère parce que c'est ta santé. Puis si t'arrive quelque chose, faut au moins que quelqu'un soit au courant». Donc j'ai pris mon courage à 2 mains et j'en ai parlé. Je dis pas que ça a été bien accueilli, mais ça a pas été mal accueilli dans le sens où, voilà, «Tu c'est comme ça, tout ça, qu'est-ce que tu as été faire?» Voilà, j'ai pas eu de grosses disputes, hein. Mais bon, elle était pas d'accord parce qu'elle avait peur de mon père, en fait, tout simplement. Ça revient ça revient toujours, au même problème, en fait, elle avait peur de mon père donc pour elle, il n'en était pas question que j'ai un enfant. Ils savaient pas que j'avais un copain. Elle te l'a dit. Elle t'a donné son opinion franche. Ouais. Ouais, bon après c'est il y a presque 15 ans, hein. Je te dirais que de depuis il y a plein de choses se sont passées donc je me souviens plus trop mais bon pour elle, j'étais enceinte, bah, j'allais avorter et puis on n'en parlait plus, puis personne n'aurait jamais rien su, quoi. Mon père savait pas que j'avais quelqu'un et n'aurait jamais su que j'étais enceinte et puis on n'en parlait plus, quoi. Et c'est marrant, hein, de dire ça mais à ce moment-là de ma vie, je sais même pas si j'avais une vision de l'avenir, en fait, parce qu'on m'en donnait pas, ni mon père ni ma mère. Tu vois? C'était un peu une vie au jour le jour, en fait. C'était pas, bah, tu dois te marier, enfin, je sais pas si c'est difficile à exprimer, hein, mais j'ai l'impression, d'avoir eu une vie au jour le jour. C'est, bah, non, ça c'est bien, non, ça c'est pas bien, et c'est tout, en fait. Il y a jamais eu de guide, de chemin. J'ai jamais eu ça et donc Et du voilà, coup, c'est quoi ta décision alors avec l'avortement? donc moi j'ai décidé de garder la grossesse. Ah, Pourquoi? Parce que pour moi, il y avait une vie, en fait. Pour moi, il y avait une vie et je pouvais pas l'enlever. J'avais pas de grandes valeurs féministes ou autres, hein. Je pense vraiment que j'étais, assez enfantine, hein, quand même à 20 ans. Même à 20 ans, j'étais assez, enfantine, hein. J'avais pas de grandes convictions ou quoi que ce soit, mais pour moi, il y avait de la vie en moi et j'aurais, je l'aurais mal vécu, tout le restant de ma vie si j'avais fait un autre choix. Donc j'ai écouté mon cœur, en fait, tout simplement. J'ai écouté mon cœur et je me suis dit: «Bon, bah, je le garde. De toute façon, on peut me dire ce qu'on veut, c'est moi qui vivrai avec, le choix sur ma conscience, en fait». Donc voilà. J'étais courageuse. Ah, et il le prend comment alors, du coup, ton copain? je lui ai dit tout de suite, hein. Je lui ai dit: «Bah, écoute, je suis enceinte, moi j'ai qu'est-ce qu'on fait?» Avant de lui dire: «Moi j'ai pas trop envie», ça a été, «Qu'est-ce qu'on fait?» Il m'a dit: «Bah, peu importe, ce qui se passe, moi je te suis, quoi». Il m'a dit: «Tu veux le garder, je suis là, tu veux pas le garder, je suis là aussi». Mais bon, après Il était c'était pas. bienveillant. Non, il était pas bienveillant, je pense qu'il prenait pas la mesure des choses, en fait. Il se rendait pas compte. Je pense qu'on était vraiment 2 grands enfants. Du Non, coup, il aurait pu te donner son impression, juste même avec des mots, peu construits, tu vois? Avec le bah, minimum de vocabulaire possible. Donc non, non, honnêtement, il a mais été, je l'ai trouvé plutôt réglo, hein.
Bah, c'est particulier, il J'ai venait d'une j'ai un famille millier de scénarios à vraiment te proposer où le mec te refroidit direct, hein. non, non, vraiment, il était très, très attaché à moi. Il venait Non, mais d'une c'est cool, famille OK. vraiment Non, mais dysfonctionnelle et ça j'étais son pilier et je pense ça se qu'il a passe pas comment pris la d'ailleurs mesure des entre choses. dysfonctionnels? Ça se passe comment quand tu te rends compte que l'autre personne est aussi très dysfonctionnelle? Mais tu t'en rends Vous compte vous très tard, racontez en vos fait. histoires? Non, même pas. Je pense que c'est l'inconscient qui se choisit. Parce qu'au début de la relation, il y a des choses qu'on se dit pas, hein. Moi, il y a des choses sur sa famille que j'ai découvert avec le temps et puis moi, je posais pas de questions. Je m'aimais bien, j'étais bien avec lui, voilà, je posais pas plus de questions. On s'est découvert, avec le temps et en avançant ensemble et j'étais un petit peu, sabouée, en plein océan, quoi. OK. Au-delà du fait de suivre mon choix. Je pense que c'était pas réfléchi, hein, de mon côté comme du sien, c'était pas réfléchi. Mais en tout cas, moi, je pouvais pas porter le poids d'un avortement, sur ma conscience. La vie pour moi était trop précieuse. Donc, Donc à part ta mère qui était pas très motivée, est-ce que quelqu'un s'est franchement opposé à l'avortement plus que ça, je veux dire? ma grande sœur ma OK, grande sœur s'y est intéressant. Et opposée. c'était quoi ces arguments alors? Ses arguments, c'était que j'étais étudiante et que je pourrais pas l'élever, tout simplement. Elle m'a dit: «Tu pas les moyens, tu vas faire comment? Tu pas l'âge, tu pas d'appart, tu vas faire quoi?» C'était intelligent. Mais La bon, encore remarque organisationnelle. voilà. Mais j'avais pas la Est-ce que sa maturité. prédiction, elle a été bonne? Est-ce qu'elle a eu raison, sur, les 2 premières années? Bah, je Est-ce que c'était pense n'importe quoi que organisé? non, je pense que ouais, ce qu'elle m'a dit, c'était très rationnel, mais c'était pas impossible, hein. Moi, je m'en suis sortie et même très bien. Heu, donc Tu finalement, sous-estimais quelque part, ta grande sœur. ouais, un petit peu. Elle a sous-estimé ta capacité de résilience. Ouais, un petit peu. C'était peut-être son rôle de grande sœur aussi. Je pense qu'elle s'est peut-être inquiétée pour moi Bah, aussi le et rôle qu'elle s'est d'une grande sœur, c'est de servir de phare, à ses frères et sœurs, mais c'est pas de servir de mur, ouais. je Bon, pense. Tu après elle vois? a été là pour À la limite, le mur, si tu veux, c'est les parents, c'est eux qui imposent les règles. ouais. Les grands frères et les grandes sœurs, est-ce que tu as remarqué d'ailleurs que chez les Maghrébins, le grand frère avait une place, un peu prédominante et ça c'est une espèce de symbiose entre le père et le grand frère européen. Ils Ouais, s'accordent ouais. des privilèges, que s'accorderaient pas, des grands Moi j'a frères, élevés à l'européenne. moi j'avais des amies, marocaines, algériennes ou autres, hein, qui avaient des grands frères, elles avaient pas de vie, hein. Quand on devait aller faire un tour au centre-ville ensemble, elles sortaient que quand le grand frère était pas là, si elles voulaient mettre une robe, elles avaient un sac à dos avec la robe dans le sac, se maquiller dehors, elles se démaquillaient avant de rentrer, c'était spécial, hein. Mais elles avaient plus peur du grand frère que du père en plus, hein, souvent. Parce qu'en fait, le grand frère, il a l'énergie de la jeunesse. Tu sais, il a le La permis de connerie? tuer du père et il a le et la et en fait, quelque part, les grands frères chez les rebeux, c'est un peu une extension de toi-même, quoi. Tu lui donnes un espèce de permis de tuer, un Moi je permis pense que d'agir, c'est tu sais, une espèce d'immunité, et en fait, tu fais les choses en ton nom, quoi. Mais t'imagines là, psychologiquement, ça doit créer des sacrés détraqués, tu vois? ah oui, non mais clairement. Mais Parce que parce tu que as un moi je sentiment pense de que toute c'est des gens puissance. qui se cherchent, T'imagines, tu hein. as 16 ans, tu es plein de testostérone, tu es un peu binaire. Ton père, il te dit: «Écoute, ta sœur, tu la surveilles, je veux jamais la voir, avec un mec». Pour un peu que, tu sais, tu idolâtres ton père, tu Bah enfin, tu limite un garde enfin, un espion, sur ton dos, quoi. Je comprends tes si tu copines, hein. moi j'ai peut-être un regard féminin là-dessus, mais je pense que les hommes, enfin les mecs, hein, sont aussi perdus que les femmes. Moi je pense que c'est des gens perdus qui se cherchent. Ils ont pas le choix d'avoir ce rôle en fait. Quel autre rôle ils peuvent avoir? Comme tu dis, c'est le père qui dit, «Surveille tes sœurs, surveille ci, surveille ça». Là, je te pose la question à toi parce que tu es un homme, mais quel autre rôle est possible pour un homme en islam que celui de maîtriser les femmes, en fait? Je pense qu'il y a le rôle du protecteur. C'est dans la maîtrise aussi, c'est ça que je veux dire. Qu'il soit, malveillant ou bienveillant, c'est toujours, un rôle de maîtrise de la femme, en fait et moi je Mmh. trouve que, après je sais pas, hein, j'ai pas eu de grand frère, musulman, voilà. Mais, je pense que, bah, pour certains, en tout cas, c'est peut-être pas simple non plus de trouver sa place, là-dedans, je pense, hein. Pour d'autres, c'est facile.
parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est un cadeau pour eux. C'est plein de pouvoir, c'est plein de violence, ça leur permet de décharger et ça leur permet de manipuler, ça leur permet, de faire plein de choses, plutôt sales. En revanche, pour, quelqu'un qui est plutôt sensé et éveillé, je pense que, bah, il y en a beaucoup qui peuvent se perdre là-dedans. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses? C'est pas forcément. Moi, je pense Moi, je c'est suis pas l'aîné, hein, forcément donc facile d'être un homme, je ouais. suis l'aîné. Non, mais je pense que le problème, il se pose. Si je devais donner une limite, c'est quand le grand frère a l'autorisation d'intervenir sur les relations sentimentales des sœurs. Mais il y a pas que les frères, hein. Il y a pas que les frères. Je te dis ça de ma dernière expérience. Moi, j'étais en couple, avec quelqu'un qui était le plus petit de la fratrie et l'aîné, c'était, sa sœur et bah, c'est elle qui intervenait, en fait, parce que c'était l'aîné. Je pense Ouais, qu'il y a donc pas c'est que il y l'aîné a pas homme que ou les femme, frères. quoi. En tout cas, je pense que, En fait, c'est les sœurs vont plus surveiller le côté sentimental et les frères vont plus surveiller le côté peut-être physique, genre surveillance visuelle, quoi. tu sais, aujourd'hui, moi, ce que je pense, c'est que c'est pas une question d'aîné, c'est pas une question de cadet, c'est pas une question d'homme ou de femme, c'est une question de personne. Je pense que c'est une question de bonnes personnes ou de mauvaises personnes. Je pense que dans l'islam, on prend ce qui nous arrange. Une bonne personne, elle va prendre, la soi-disant sagesse, elle va prendre la bienveillance, elle va prendre la miséricorde, elle va prendre, la charité, voilà, elle va prendre, toutes ces valeurs-là. En revanche, une mauvaise personne, elle va aller prendre, tout ce côté, manipulation, culpabilité, violence, c'est la réflexion que j'ai eue ces derniers temps, en écoutant, bah, toutes les histoires des podcasts, que j'ai pu écouter parce qu'elles sont toutes, très différentes, hein. Et j'ai en fait, si tu préfères, je me suis intéressée, à tout ça pour comprendre des personnes autour de moi et la seule chose que j'ai compris, c'est que, c'est la personne qui fait la différence et que la religion, elle aide pas, en fait. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est un cadeau Est-ce que tu pour trouves les que les salafistes sont plus présents dans l'une ou l'autre des catégories que tu as citées? Si tu devais faire ouais, un chez les mauvais, pourcentage, en 80, pourcentage, 80-20 100 ou 30-70? 100 Je pense je pense que les salafistes, c'est les mauvais. C'est des mauvaises personnes qui alors après, plus ou moins violentes, hein, parce que tu as différentes violences. Tu as la violence physique, tu as la violence psychologique et je pense que chez les salafistes, tu as un besoin, d'imposer, de manipuler, tu dois avoir un pourcentage de personnes, lâches, je sais pas, de gens perdus, ils savent pas qui ils sont. Alors il y en a qui savent qui ils sont et ils sont très mauvais, et ils l'assument. Tu as des gens, complètement perdus et qui vont du côté des forts, enfin, tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'est ce qui me dérange dans l'islam, en fait, c'est que c'est une religion à pas mettre entre toutes les mains. Je suis consciente qu'il y a des musulmans pacifistes. Je suis consciente, qu'il y a des musulmans, pleins de sagesse. Mais musulmans, c'est pas le terme. C'est-à-dire qu'il y a des gens bienveillants, il y a des gens pleins de sagesse qui adhèrent à ce qu'ils veulent voir de la religion. Et ce qui est dangereux dans l'islam, bah, c'est qu'elle vient rajouter une couche, sur la pourriture humaine, en fait. Est-ce que c'est un révélateur ou c'est un amplificateur? Par Les 2. exemple, ton père, est-ce qu'à force d'écouter des prêches salafistes, ça le rend plus malveillant ou Alors, ça le rend pas mauvais. plus Parce amer? Je pense, par contre, ça l'isole. Je pense pas que ce soit une mauvaise personne, ça le rend pas mauvais, mais ouais, je pense que ça l'isole, ça l'aide pas à s'intégrer. Je pense que quand on n'est pas quelqu'un de mauvais, quand on s'approche de l'islam, quelque part, on s'isole quand même parce qu'on bah, on est en France, hein, et tu peux pas, vivre, dans un pays, en ne suivant pas les règles. Il serait pas mieux en Algérie, plus heureux, plus épanoui? Mon père, ouais. Si on parle de mon père, ouais, je pense qu'aujourd'hui, ouais, il serait mieux en Mais il Algérie. dit quoi Ah bah, il compte y aller, à ce sujet? il compte y aller. Inch'Allah. Ouais, voilà, non, mais il travaille encore, il n'a pas pris sa retraite, mais à sa retraite, il compte aller vivre là-haut, bon, en Ok. alternance avec la France, parce qu'il y a quand même pas mal d'avantages en France, hein. C'est comme tous, hein, mais il compte quand même vivre une partie, en Algérie. Bon alors, parle-nous de la naissance de ton enfant. Est-ce que vous l'avez Alors circoncis, ce petit d'ailleurs? ouais, je l'ai circoncis, mais avant ça, je vais quand même te raconter un petit peu, l'accueil, hein. Donc voilà, moi, Vas-y. mon père, il a pas su, que j'étais enceinte, jusqu'à mes 6 mois de grossesse.
Je sais pas comment ma mère voyait les choses, mais en tout cas, il fallait pas qu'il le sache et Au bout de 9 mois, ça finit par se savoir quand même. ouais, voilà, donc bah, il l'a su, quand j'ai accouché et de toute façon, bah, dès qu'il a su que il a su que j'étais enceinte un petit peu avant que j'accouche quand même, il m'a renié. Voilà, il a dit, «C'est pas ma fille, elle est son gosse, là, je veux pas en entendre parler». Enfin, il a rien voulu savoir, en fait. Il a rien voulu savoir. Il a pas Tu l'as voulu dit me en voir. face? Non, bah, non, surtout pas. Non. Donc OK, voilà comment ça a d'accord, et été, tu arrêté. voilà comment ça a été accueilli. Tu vois, quand je te disais tout à l'heure, bah, moi, Et ton père, j'ai tu le pas classais connu dans la catégorie des bienveillants ou des malveillants, ton père? des ignorants. Je pense qu'il est pas malveillant, mais il sait pas être bienveillant non plus, tu vois? OK. Il Mais tu sais, fait, si tu n'es pas bienveillante, c'est autre chose du coup alors? Une politicienne. en tout cas, je pense pas qu'il est malveillant, mais OK. la bienveillance, il sait pas Alors forcément attends, je vais essayer de l'appliquer. classer. Alors donc malveillance, on va dire c'est à gauche, parce que la gauche c'est le mal, Voilà, c'est ça. hein, les musulmans ils nous le disent bien assez souvent. Et la bienveillance, je vais la mettre à droite, tu vois du coup. OK. Mmh. L'ignorance, je vais le mettre en Au haut. centre. Non, en bas, je veux dire, c'est négatif, c'est l'enfer. Créez-vous votre petit diagramme en live. Prenez une feuille et vous tracez les traits. Du coup, ça nous donne le fameux petit carré magique. Du coup, l'inverse de l'ignorance, La connaissance. c'est la sagesse, c'est la connaissance. Ok, ouais, la Parce qu'on peut connaissance. avoir la connaissance sans Ok. être sage. Donc ton père déjà, il avait l'ignorance. Ok, donc il est déjà soit en bas. Et du coup, il était ni bienveillant ni malveillant, c'est ça? On est d'accord? Alors je te dirais qu'il était bienveillant envers lui-même, très autocentré. Ah, bah, comme tout le monde. Mmh. Ceci dit, tu sais que pour l'éducation d'un enfant, il faut toujours penser à son bien-être en premier, un peu comme le masque à oxygène dans les avions, Mmh. parce que tu donnes bah, le fameux phare dont je parlais tout à l'heure. Mais en fait, le père, il a le phare et le mur, en fait, tu vois. Je Mmh. dois être un phare pour mon fils, mais enfin, voilà, lui paver son chemin, quoi. Du coup, c'est pas négatif d'être bienveillant envers soi-même. Donc ça, à la limite, Non, bien sûr. je le classe du coup en neutre. Mais est-ce qu'il était bienveillant envers sa fille? Parce que en reniant ton fils, il te met dans une détresse émotionnelle et Ah du complètement. coup, étant en détresse émotionnelle, c'est négatif pour son petit-fils et c'est Mmh. négatif pour sa fille aussi. Du coup, en fait, c'est Mmh. négatif pour tout le monde en fait parce que ça fout une ambiance de merde. Et du coup, pour ça, je le classe en haut en bas à gauche de mon. Donc, il a été malveillant et il est ignorant. Bah écoute, félicitations, t'as tiré le gros lot. Hein. Non, mais c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, sans avoir eu, C'est- l'éducation musulmane, j'en ai quand même, subi les conséquences. C'est-à-dire que Ok. voilà. Ah oui, et évidemment, on va tous prendre note que il avait pourtant à sa disposition le guide spirituel le plus élaboré de toute l'histoire, parce que c'est Dieu lui-même, le créateur de l'univers, qui lui a mis entre les mains. Donc, t'imagines? Ben, je sais pas ce qu'il lui Mais chuchotait à ce malgré moment-là, tout, hein, mais voilà, moi tu vois, je soit il sais faut, pas ce qu'il lui soit chuchotait il à faut ce que je moment-là. change de lecture, soit non, il y a un problème. Enfin bref. Mais en Non, tout parce cas, que c'est tu vrai imagines quand même que que les musulmans te disent qu'ils ont entre les mains le guide éducatif et moralisateur le plus élaboré de l'univers, quoi. Donc, bah, soit ils doivent, pas voilà. le lire souvent, soit ils le lisent, un peu trop souvent et ils sont déconnectés de la réalité. C'est pour ça que je te dis, moi, c'est des questions que je me suis pas posées parce que moi, j'avais une réalité, à gérer et je me suis même pas posé la question, en fait. Est-ce qu'il était, malveillant, bienveillant? Qu'est-ce que la religion en dit? Enfin, moi, j'avais pas le temps pour ça, quoi. J'avais un gosse à élever et j'ai fait mon job. Mais en tout cas, je pense que, bah, mon père qui lui, a été, élevé, pour sa part, dans la religion, musulmane et qui en plus a une culture, arabo-musulmane, indirectement, ça a eu un impact, sur moi, sans même qu'il me donne cette éducation ou cette culture parce que, lui, il en est le fruit. Je me suis retrouvée abandonnée, une jeune fille de 20 ans avec un enfant qui a fait un choix, un peu, irréfléchi et pas de parents derrière, quoi. Parce que mon père, bah, m'a reniée, ma mère, bah, elle savait pas comment le justifier, hein, tout ça, pourquoi j'avais un enfant, pourquoi je l'avais gardé, pourquoi il était pas au courant. Bah, je sais même pas si elle en tout cas, je sais pas si elle s'en est justifiée un jour. Elle a pas fait le lien entre nous 2. Elle a pas
établie de communication. Enfin, voilà, elle m'a aussi laissé un petit peu de mon côté avec mon fils, Qui a été le meilleur avec toi durant toute cette épreuve? ma grande sœur. La Ma même grande grande sœur. sœur qui t'avait. Ouais, 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 ouais. Ok. Elle a été présente parce que, elle avait fait son petit bout de chemin, professionnellement, elle était financièrement indépendante, donc elle a quand même été, un petit peu là pour moi. Après géographiquement, elle est plus loin, donc je l'avais pas au quotidien avec moi, mais elle a été présente. Sinon, je te dirais que j'ai vécu, de longues années de solitude et de galères, diverses, parce que j'ai été livrée à moi-même, en fait, et sans avoir eu une éducation, musulmane, bah, je pense que c'y est pas pour rien. Je pense que voilà, c'est, la réaction de mon père est le résultat de l'idéologie, arabo-musulmane. Voilà. Ok. Et du coup, au niveau de l'islam dans tout ça, ça t'a rapproché de l'islam, le fait d'avoir ton enfant, de fréquenter de plus en plus le père de ton enfant? Alors pas le père de mon fils puisque, bah, je te dis, hein, lui était pas du tout axé, religion. En revanche, moi, ouais, ce qui m'a rapprochée, c'est la détresse émotionnelle parce que j'avais besoin de me rattacher à quelque chose. Bah, je me rattachais, à la foi, en fait. Quand tu plus rien, et tu cherches autour de toi et ben, tu parles à Dieu, en fait, et je savais pas prier. J'ai commencé à m'intéresser un petit peu. J'avais appris, quelques petites sourates, hein, des petites choses comme ça, des sourates de protection, des choses, voilà. Après je maîtrisais pas les ablutions, je savais pas faire les ablutions, mais je me disais: «Bon, bah, c'est pas grave, de toute façon, Dieu est grand et miséricordieux, il sait ce que j'ai dans le cœur». Enfin, pour moi, c'était ce Mais qui t'avais devait la flemme remplir, à ce point-là, parce que les ablutions, ça prend 1 heure à apprendre. mais je savais pas, j'avais personne pour m'apprendre non plus. Oui, il y J'avais avait pas j'av YouTube et tout à l'époque. Non, il y avait pas YouTube, il y Ah, avait mais pas YouTube. YouTube, ça doit être un multiplicateur de conversion, Et ça, parce que ouais, bah, c'est la ce que je te disais facilité tout à maintenant l'heure, que hein. tu as à découvrir la religion maintenant, en fait, il faut même plus s'arrêter aux analyses traditionnelles dans tout ce qui est, par exemple, la méthode de conversion. Il faut maintenant prendre en compte que de nos jours, c'est beaucoup plus simple de se convertir à l'islam. Énormément, tu peux Ouais. apprendre énormément de choses. Petite parenthèse, moi, il y a pas très longtemps, j'ai eu la connerie de prendre une application qui s'appelle, Dini TV, qui est fait par, l'imam Rachid El Jey et puis, l'imam Boussena, où tu as des vidéos qui sont très bien faites et qui te racontent l'histoire des prophètes, l'histoire, du droit musulman. Enfin, les mecs, ils mettent, le paquet. C'est super bien fait. En plus, il y a une section pour les enfants, il y a une section, cuisine pour les femmes, c'est incroyablement bien fait. Je sais pas si tu connais? Si, si, je connais très bien. Bah écoute, Ouais, on est heureux d'apprendre que au niveau du prosélytisme musulman, tous les il indicateurs fonctionne sont très, très bien. ouverts. Ouais, il fonctionne très, très Euh, bien. Ça fait peur, c'est effrayant, vraiment. Et autre point sur lequel je voulais revenir, pourquoi non plus, j'ai pas cherché, alors déjà, j'avais personne autour de moi pour m'apprendre les ablutions, la prière et tout ça, mais il y a aussi une chose qui est énormément ancrée en moi, c'est, la culpabilité. Moi, à l'époque, je me sentais coupable de j'avais peur de mal faire. Je pense que Pourquoi? voilà. Alors après, c'est une, auto, psychanalyse, mais je te dirais que c'était jamais assez bien. Enfin, on faisait pas le ramadan, on était des mécréantes, tu as eu un enfant, c'était pas bien, je te parle pas. Enfin, je pense que inconsciemment, tout ce que je faisais n'était pas assez bien. Donc j'ai toujours eu l'envie de faire les choses bien, et quand je te parlais d'impulsion, quand j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à la religion, j'ai trouvé ça, mais d'une complexité, mais énorme, et en plus de la complexité, il y a un enjeu. C'est-à-dire que si tu le fais pas bien, c'est pas accepté. Enfin, moi, j'avais toujours peur d'être, soit dans le blasphème, soit dans la non-acceptation de ce que j'allais faire. Donc du coup, voilà, je gardais ça à distance et je me disais: «Tant que je sais pas, je fais pas mal, donc du coup, je fais avec mon cœur. Dieu est miséricordieux, tant que c'est fait avec le cœur, c'est bien». Tu Hmm. comprends, ma logique? Ouais, ouais, c'est en fait indirectement l'islam te pousse à la paresse parce que alors certes tu as un vrai moment de de détresse au départ, mais une fois que tu as pris la décision de faire à minima et avec le cœur, on va dire, tu gagnes Alors beaucoup de temps, quoi. ouais, mais au-delà de la paresse, parce qu'il y en a d'autres qui l'ont pas, hein, cette paresse, c'est peut-être moi, hein. Pour moi, c'est quand même une religion qui te pousse, à la culpabilité.
tu toujours coupable de quelque chose. Quoi que tu fasses, c'est pas assez bien. Tout à l'heure, tu parlais de main droite, main gauche, enfin, tu te torches avec, la main droite, c'est pas bien. Tu rentres dans telle pièce avec ça, c'est pas bien. Hmm. Tu de telle manière, c'est pas bien, c'est à tel moment et ça, faut le dire 30 fois et ça enfin, je dis 30 fois, c'est pas 30 fois, mais voilà, tu m'as compris. Ça a dû accentuer ton mal-être, le fait que tu aies pas confiance en toi. Quand on se sent toujours coupable de tout et de rien. Ça a accentué mon mal-être et ça a accentué, mon exclusion aussi. Parce que ce que je te disais, c'est que je m'étais beaucoup plus rapprochée, d'amies musulmanes et je me sentais exclue parce que je leur ressemblais pas et pourtant j'essayais. C'est-à-dire que pour moi, la foi, elle était là, mais pour elles, comme, j'avais pas la pratique, j'étais pas vraiment une musulmane, quoi. J'avais beau leur dire: «Mais si, moi je le suis puisque de toute façon, je crois en Dieu, je prie aussi, mais même si c'est pas comme vous, bah, c'est sincère parce que pour moi, ce qui compte, c'est la sincérité. Enfin, on te dit toujours, les actes ne valent que par leurs intentions. Donc pour moi, l'intention, elle était là. Donc je comprenais pas, en fait, pourquoi on me considérait pas, comme une musulmane. Pour moi, la pratique, elle venait, après ta spiritualité, tu vois? Et t'attendais quoi comme preuve d'elles, de tes copines? Tu voulais qu'elles t'invitent à la mosquée? Alors déjà, j'attendais de la bienveillance, effectivement. Je pense que je me sentais, tellement pas à la hauteur que j'osais pas demander. J'avais envie qu'on m'apprenne. Mais j'osais pas parce que j'avais peur, de la moquerie, parce qu'il y a beaucoup de moqueries. C'est: «Ah bah, toi tu sais pas faire ça, ah bah oui c'est vrai, mais c'est parce que tu es française». Enfin, il y a jamais connu de bienveillance en fait. Ça a toujours été, de Mmh. l'arrogance. Je trouve que dans l'islam, il y a beaucoup d'arrogance. Tu sais qu'on dit souvent que les Français sont très arrogants. Les musulmans ont ça en commun, en tout cas avec les Français. C'est un peu Ouais, le cliché du Français, l'arrogance. ouais, je sais pas, moi je l'ai pas ressenti en tout cas. Je l'ai pas Bah, ouais. ressenti. En Ou en tout général, cas l'arrogant ne va pas se considérer comme arrogant. Il va se en considérer comme supérieur, en tout cas, tu c'est vois. pas quelque chose qui m'a blessée, si je peux le dire comme ça. L'arrogance des Français, si elle existe, m'a jamais blessée. En revanche, je trouve que l'arrogance des musulmans, ou de certains musulmans en tout cas, m'a blessée. C'était jamais assez bien. C'était jamais assez bien, c'était pas mon monde et voilà. J'ai une copine, elle est voilée, tu vois? Encore aujourd'hui, c'est une copine, c'est un grand mot, hein, on n'a pas tout à fait les mêmes idées. On va dire que c'est une connaissance et puis j'y vais de temps en temps, quoi. Mais avant, c'était une vraie amie, qui est voilée et je lui disais: «Mais explique-moi, tu quoi de mieux que moi, en fait?» Parce qu'elle s'est voilée. Quand est-ce qu'elle s'est voilée? Non, ma question c'est pourquoi? Ah, pourquoi elle s'est voilée? Parce qu'elle a grandi en Quelle Algérie. raison elle a invoquée? En fait, elle a grandi en Algérie et c'était comme ça. Tout le monde était voilé donc c'est sa C'est religion. voilée à quel âge? Elle s'est voilée à 13 ans OK. et puis son motif, c'est que, bah, en fait, c'est sa religion, c'est dans sa voix, voilà, c'est comme ça et moi, j'en ai déjà discuté avec elle. Je lui dis: «Mais qu'est-ce qui fait, de toi, une meilleure personne que moi?» Elle me dit: «Bah, tu es quelqu'un de très bien», j'ai dit: «Bah, voilà, donc si je suis quelqu'un de très bien, je lui dis: «Pourquoi tu irais au paradis, toi parce que tu as un voile et moi j'irai en enfer parce que j'ai un débardeur?» Elle me dit: «Oui, mais tu sais, dans l'islam, il y a plusieurs niveaux de paradis et puis l'enfer, il est pas nécessairement éternel et puis, voilà, il y a 7 niveaux de paradis». Bon, c'est là que, en fait, plus tu poses des questions et plus tu découvres des choses, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Enfin, moi, c'est en posant des questions, subversives à mes amis que j'ai découvert, l'islam, en fait. Parce que si je posais des questions pour m'intéresser, il y C'est avait quoi pas tes questions les plus subversives? mes questions les plus subversives. C'est: «Qu'est-ce que vous avez de plus que moi, en fait?» puisque je me sentais pas guidée. Je me sentais pas aidée alors que j'en avais envie. Moi, j'étais persuadée qu'eux, ils allaient aller vers quelque chose, bah, le paradis, auquel moi, que moi j'essayais d'atteindre, mais apparemment, j'étais pas assez bien pour ça. Donc je leur disais: «Bah, qu'est-ce Est-ce qui que fait tu la penses que différence?» tu allais aller en enfer? Non, par contre, je l'ai jamais pensé. Je l'ai jamais pensé parce que je Et me est-ce que tu disais: pensais que tes amis allaient aller au paradis? «Pas nécessairement». Du groupe là? En fait, si tu préfères, moi j'avais cette vision des choses de me dire: «On ira tous au paradis», en fait, un peu comme la chanson. OK. Je Donc me disais: «C'est pas» sincèrement, tu pensais que toutes tes copines iraient au paradis? ouais, je me disais: «S'il y a un Dieu qui existe, il peut pas mettre des gens en enfer, c'est pas possible». Bon, pour moi, l'image d'un Et Dieu collait pas, hein. ton père, il irait au paradis ou pas? Tout le monde. OK. Moi, je voyais OK. pas, Qui irait en enfer, autour de toi? franchement, pour moi, personne. Parce que je me disais, si un Dieu existe, il peut pas mettre quelqu'un en enfer. Parce que l'enfer, c'est l'enfer, quoi. La description de l'enfer dans l'islam, c'est horrible, quoi. Tu souhaites même pas ça à ton pire ennemi, quoi.
Donc pour moi, c'était pas possible, c'était juste pour faire peur. En fait, ouais, c'est ça, je me disais que Dieu avait créé l'enfer juste pour faire peur, mais que ça existait pas, tu vois? J'avais cette vision des choses, de me dire, c'est pour nous faire peur, mais en fait, on n'ira pas. Tout le monde ira au paradis et si on a fait des mauvaises choses, bah, on devra peut-être s'en justifier, on devra s'excuser, on devra se faire pardonner, peut-être même qu'il y a un purgatoire, mais pas un enfer. L'enfer pour moi, c'était une menace. C'était pas quelque chose qui existait. Tu avais peut-être même trouvé le secret des secrets de l'islam. Écoutez, la moitié du Coran parle de l'enfer, mais en fait, vous savez quoi, c'était Ouais, non, mais j'ai trouvé Secret de l'Islam sans m'en rendre compte. C'est juste une menace. purée. C'est marrant. Ouais, vu comme ça, c'est marrant. Et donc, ouais, la question la plus subversive que j'avais, c'était, bah, vous savez quoi de plus que moi, en fait? Parce que Mais déjà, elles je avaient pas fait un enfant hors mariage. ouais, ouais. Et ben, figure-toi que, c'est aussi une chose qui m'a travaillé pendant un bon bout de temps dans ma vie, c'est que, bah, en fait, je pensais mériter ce qui m'arrivait. C'est une idée qu'on a fait germer, dans mon cerveau. À mes amies musulmanes qui étaient mariées ou pas encore mariées, hein, qui attendaient, l'homme parfait, pour se C'était marier. Mektoub. Ouais, non, on m'a jamais dit, c'est le mektoub et tout ça, mais en revanche, j'ai souvent entendu: «Si t'arrives autant de galères, c'est parce que t'es pas dans le bon chemin». Ça, je l'ai entendu. C'était quoi le problème avec le chemin que tu prenais? Bah, c'était pas tant le chemin que je prenais, mais j'ai eu, une vie assez compliquée, hein, j'étais jeune, j'avais mon enfance, c'était des galères financières. J'avais, bah, le père de mon fils, il me trompait à tout va, il n'était pas du tout présent, financièrement, il m'aidait pas, enfin je résume les choses, hein, mais ça a été des années, très, très difficiles parce que tu ajoutes à ça que j'avais pas ma famille qui était forcément présente. J'avais personne à qui parler. La communication, c'était pas le fort dans la famille. Enfin, je vivais une galère, personnelle, sans nom et j'étais en détresse totale, quoi. J'avais tu as des personnes avec qui ça se passe mal avec, leur conjoint, bah, elles vont se réfugier dans la famille ou elles T'avais une trouvent, assistante sociale ou pas? non, j'avais trop honte. J'avais honte et puis j'avais peur aussi. J'avais peur parce que j'avais mon fils et je voulais pas que je me disais: «Peut-être qu'on va penser que je suis une Tu mauvaise prennes? mère et qu'on va me l'enlever», Tu dit On quoi? t'a jamais demandé d'aide, mais on Non. te vous avez pas des rendez-vous avec, des assistantes sociales? Quand vous êtes mère, isolée? Bah, non, parce que j'étais pas isolée puisque j'avais toujours le père de mon fils qui était là. Et puis moi je me suis accrochée, c'est-à-dire que quand mon fils est né, j'ai continué mes études. J'étais étudiante, hein, j'ai continué mes études, ensuite j'ai travaillé, enfin j'ai toujours eu un chemin, je sais pas si on peut dire un chemin de vie, mais je me suis accrochée quoi. J'ai pas décroché, j'ai pas arrêté l'école, je me suis pas inscrite, au RSA ou quoi que ce soit en fait. Je me suis accrochée, j'ai continué l'école, j'ai eu mon premier job et puis après, bah, j'ai évolué, et tant bien que mal et aujourd'hui je suis fière, hein, parce que j'ai bien évolué, malgré tout ça. J'ai évolué tout en ayant, un gamin à gérer, un conjoint, totalement, absent à tous les niveaux, hein. Lui, il a continué sa vie de jeune, à sortir, à pas assumer financièrement, et puis une famille, presque, quasi absente, quoi. OK. Que ta sœur? Et que ma sœur, ouais, que ma grande sœur. OK. Bon, bah, écoute, au Que moins, je tiens à dire qui, elle, n'a jamais été proche de l'islam, mais jamais, jamais. Elle a eu des fréquentations, elle, plutôt françaises, c'est quoi son opinion sur l'islam? son opinion sur l'islam? Ah bah, elle est radicale, mais pas du côté salafiste, elle est radicale de l'autre côté, elle, hein. Elle Bah, est du c elle pense quoi de l'islam? que c'est de la merde, que Ouais, c'est de pourquoi la est-ce qu'elle merde, pense que que c'est de c la merde? hein? Elle pense que Qu'est-ce qui c'est la de la merde dérange? parce que c'est quelque chose qui nous envahit. Elle Mais dit que tu c'est peux quelque te faire envahir par, les fast-food américains, ça les dérange pas? bah, c'est les idées et la soumission de la femme, c'est quelque chose qui la dérange. Ça a tout pour elle, après je vais pas trop non plus, Mmh. parler en son Elle trouve nom, pas hein, que la mais femme soit très émancipée, ouais, en terre ouais, d'islam. ouais. Déjà, c'est quelqu'un de très rationnel, très scientifique, donc toutes Elle a les pas trouvé histoires, sa mère super émancipée à la maison, j'imagine. ouais, non plus. Non, elle l'a pas trouvé émancipée, donc elle, déjà, c'est quelqu'un de très, très, très libre, hein, donc voilà, je te dis la place de la femme à la cuisine, c'est pas pour elle et puis elle a toujours été très rationnelle, très scientifique, toutes les histoires, d'enfer, Jnoun, machin et tout ça, tu lui en parles même pas, quoi. C'est: «Qu'est-ce que tu me racontes avec tes conneries, fais pas chier, quoi. 1 + 1 est égal à 2 et puis on n'en parle plus», tu vois? Elle s'est jamais mis, le nez dedans, mais vraiment, jamais, jamais et puis elle a toujours eu,
un entourage, très français, donc en plus elle a évolué, elle, elle mange du porc, elle boit de l'alcool, elle, voilà, elle a une vie, très, normale en fait. Elle a une vie très normale et en revanche, bah, quand je te dis, elle est contre ça, c'est qu'elle trouve que la France, y gagne rien et régresse même en fait. Elle est assez, politique, a un côté très, sociologique et elle me dit: «Voilà, moi je vois quand je vois le résultat de le pays du pays dans lequel on vit, bah, l'islam nous apporte rien, voire même, nous enlève quelque chose, quoi». Merci d'être allé jusqu'au bout de la première partie de cet épisode. Merci beaucoup à Anissa d'avoir participé et de nous avoir raconté son histoire. Vraiment, quand je l'écoute, j'ai vraiment l'impression d'une personne qui est née dans un environnement totalement hostile, un environnement qui l'a empêché de s'épanouir, et j'espère que maintenant qu'elle est devenue apostate, elle va pouvoir le faire. Malheureusement, elle a subi beaucoup de carences au niveau de la communication dans son enfance. C'est peut-être un des défauts aussi de la religion, c'est que comme finalement ici on n'est que dans une sorte de purgatoire, c'est qu'un passage avant d'arriver au paradis. Peut-être que quand on est musulman quelque part, on considère que la vie sur Terre est peut-être moins importante, donc elle a moins forcément besoin d'être spécifiée, expliquée. Moi maintenant que je suis apostat, vraiment ma priorité c'est de comprendre le monde dans lequel je vis en fait. J'ai plus la tête au monde d'après. J'ai complètement mon focus, il est complètement sur le monde actuel. Et quelque part quand vous pensez à tout ça, vous vous dites que les gens qui naissent en dehors des religions, ils partent vraiment avec un avantage dans la vie qui est de... eux sont focalisés sur le monde d'ici-bas, le monde présent, et n'ont pas la tête ailleurs, et du coup, forcément, ils partent dans la vie bien mieux armés. Évidemment, là, on avait pris par exemple l'exemple des relations amoureuses. On voyait que les copines d'Anissa étaient déjà en avance du fait elles avaient le droit de flirter avec les garçons, par exemple. En tout cas, ça leur donnait une avance en termes de relations sociales. Alors que les musulmans sont tellement coincés sur le sujet que voilà, rien de filtré, aucune communication, et du coup elle était vraiment laissée à l'abandon. Et c'est ce qui l'a malheureusement peut-être amené indirectement à accepter, peut-être pas le premier venu, parce que ce serait faux de le dire de cette manière, mais en tout cas, peut-être que si elle avait été beaucoup plus à l'aise dans ses relations sociales, alors elle se serait peut-être trouvé un petit ami un peu plus mature. Mais voilà, mais ça c'est que des exemples qui montrent qu'il y avait vraiment un manque, des manques quelque part. Voilà, je saurais pas dire lequel. Peut-être aussi, voilà, deux parents très autocentrés qui voient leurs bénéfices à court terme, mais finalement à long terme on se rend bien compte qu'ils sont perdants parce que aujourd'hui Anissa elle a un adolescent. Quelle va être la relation de cet adolescent avec des grands-parents qui l'ont plus ou moins rejeté? Enfin finalement on se rend bien compte que finalement ce que vous n'avez pas voulu faire à un moment de votre vie, ça finit toujours, tôt ou tard par retomber. En fait, finalement, il n'y a pas de karma, hein. Le karma, ça n'existe pas. C'est juste les conséquences de vos actes, mais dont vous n'étiez pas forcément conscient au moment de les faire. Voilà. Peut-être que c'était plus facile d'ignorer le fait que sa fille était enceinte et avait un enfant, et de ne pas y penser. Mais voilà, aujourd'hui, son père, par exemple, c'est une personne âgée. Je pense que ça va lui manquer de ne pas avoir une relation privilégiée avec son petit-fils. Enfin bref, est-ce qu'il pense à tout ça? Je sais pas. En tout cas, voilà, encore une fois, toute l'analyse de cette famille, il faut vraiment, on prend du recul. À part Anissa qui, elle, est émotionnellement impliquée, nous, voilà, il faut qu'on regarde ça plus comme des sujets d'études. Et vous saurez au moins quand vous serez parents les choses à ne pas faire. Et voilà, et ça semble tellement bateau de le dire, mais la communication avec son enfant, lui expliquer le monde. Finalement, le rôle d'un parent, c'est d'expliquer à son enfant et de comment va le monde, les rouages, les mécanismes du mieux qu'on peut, en tentant d'y mettre le moins de subjectivité possible. Évidemment, c'est pas facile, mais je veux dire, si on réussit à expliquer le monde à son enfant, ensuite, bah, il faut croiser les doigts pour que lui-même comprenne du mieux qu'il peut ce qu'on lui a expliqué, et ensuite bah, fasse ses propres choix. Mais là, on s'est vraiment rendu compte que dans le témoignage d'Anissa, qu'il y avait des choses qu'elle ignorait, et c'est trop facile de dire que c'est de la faute de personne. Si, si, c'est de la faute. C'est toujours de la faute des parents. C'est toujours de la faute des parents quand c'est des choses du domaine de l'abordable. Voilà. Mon fils, malheureusement, je pourrais pas lui expliquer comment devenir millionnaire, par exemple, parce que moi, je l'ai jamais été. Mais je pense pouvoir quand même lui donner les rudiments. Voilà, travaille bien à l'école, et ensuite tu pourras te trouver un bon travail. Et puis ensuite, tu auras ta chance dans le monde du travail. Enfin, ça, c'est juste pour reprendre l'exemple de l'argent. Mais je veux dire, ça marche sur tout, quoi. J'ai réalisé avec Anissa que l'islam, au-delà d'être une idéologie et un mode de vie
une manière de vivre sa vie terrestre, ça pouvait également être un outil. Et même un outil assez puissant, avec un fort potentiel si on sait bien l'utiliser finalement. C'est un peu comme tout, hein. Finalement, j'ai presque envie de dire que l'islam, c'est ni bien ni mal, ça dépend comment on l'utilise. J'ai une anecdote qui me revient à l'esprit, c'était celle d'une personne au Maroc qui avait pris l'habitude, comme moyen de subsistance, de se marier avec des gens, de récupérer la dot de l'époux et ensuite très rapidement de divorcer. Et apparemment, cette personne était devenue riche comme ça. C'était une histoire authentique qu'on m'avait rapportée. Et l'histoire m'est revenue aujourd'hui. En fait, finalement, j'ai toujours été amené à penser que l'islam vous dessert plus que ça ne vous sert finalement. Mais non, c'est pas vrai en fait. Si on prend les choses d'un point de vue froid et rationnel, et on n'est pas dans cette espèce de lutte du bien contre le mal, mais qu'on regarde les choses froidement et de manière rationnelle, il y a des gens à qui l'islam peut servir. Je peux pas dire que ça ne peut servir que pour des mauvaises choses. Je suis certain qu'il y a des applications où le fait d'être musulman peut servir. Peut-être quand c'est dans des associations à but humanitaire et caritative et que c'est fait avec une totale bienveillance, ça peut être utile. Dernièrement, il y a eu un gros tremblement de terre en Turquie et je suis certain que des gens se sont mobilisés euh, du simple fait de leur islamité et peut-être de la solidarité avec ces gens, mais finalement, peu importe, ça reste des êtres humains qu'on aide et ce serait quand même assez mesquin de ma part de pointer du doigt une aide qui serait motivé, on va dire, par la fibre religieuse. Finalement, quand il s'agit d'aider, je pense que il faut faire taire les critiques. C'est pas le bon moment, c'est pas le bon angle pour critiquer. Donc l'aide, peu importe d'où elle vient, c'est une bonne chose. Mais vraiment ça m'avait échappé quoi. Comme je suis un peu dans un délire de développement personnel, j'ai toujours tendance à penser est-ce que telle idéologie, tel programme, voilà, va me permettre de m'améliorer dans le monde, dans ce monde ultra compétitif dans lequel on vit. Et finalement, non, j'avais un peu oublié le fait que même quelque chose qui semble au premier abord néfaste, et malheureusement, pour moi en tout cas, peut être utile à des personnes. Voilà. Et la deuxième chose que m'a fait remarquer Anissa, c'est que je m'étais beaucoup trop penché sur l'aspect historique et analytique de cette religion. Et vraiment, non, il faut vraiment cette fois-ci qu'on s'appuie sur des parcours de vie parce que c'est là où vraiment on voit à quel point, malgré voilà tout le petit point positif que je viens de dire, c'est là où on voit tous les dysfonctionnements de l'islam. Parce que le problème finalement de l'islam, c'est que comme c'est un texte et un corpus rédigé il y a 1500 ans, il y a beaucoup trop de lacunes. Et l'aspect communicationnel en est un, mais tout simplement parce que c'est trop difficile de mettre en place un outil intelligent de communication par écrit et que ça reste aussi longtemps viable dans le temps. Et souvent en islam, le mari est celui qui est chargé de tout simplement de subvenir aux besoins financiers. Et du coup, on oublie un peu le fait que le père se doit de communiquer aussi avec sa famille, c'est un peu mis de côté. Peut-être que les musulmans ont l'impression que c'est à la mère de faire tout ce travail, qui est une erreur. Dans un couple, pourquoi aussi c'est important les couples versus la monogamie, c'est que dans un couple, il y a deux personnes, et s'il y a une bonne alchimie entre les deux personnes, une bonne communication, on peut toujours trouver la meilleure solution adaptée pour l'éducation de ses enfants. Alors que quand on est seul, le problème c'est que toutes les décisions on les prend seul et que parfois ben, on peut prendre une mauvaise décision. Et si on avait pu en discuter juste avant avec son conjoint, et ben on aurait peut-être modifié voilà sa manière de voir les choses et du coup on aurait pu adapter la solution. Voilà, moi plein de fois j'ai des mauvaises idées en ce qui concerne l'éducation de mon fils et des fois heureusement que ma femme elle est là pour me recadrer et puis inversement et c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on prend les meilleurs choix. À présent, parlons de l'événement à venir pour la fin de cette année. J'ai nommé Celebrating Dissent. Qu'est-ce que Celebrating Dissent? Celebrating Dissent, c'est sans doute la plus grosse réunion, le plus gros événement qui réunit des militants de la dissidence mondiale, donc c'est-à-dire des personnes qui sont en lutte contre leur gouvernement, par exemple. Typiquement, ça pourrait être les athées dans les pays musulmans, mais ça va bien au-delà, hein. Ça va bien au-delà de l'islam, même si c'est un événement qui a été créé il y a une dizaine d'années par le Conseil des ex-musulmans britanniques. Donc même si c'est pas un événement d'apostat, on va dire,
En tout cas pour les apostats, c'est à ce jour le plus gros événement qui puisse se constituer dans le monde. Alors comment est-ce que cet événement se constitue? Déjà, il faut l'accord du Conseil des ex-musulmans de Grande-Bretagne, puisque ce sont eux les créateurs de l'événement, on va dire. Et du coup, on a réussi à obtenir cet accord de leur part. Alors évidemment, ça s'est pas fait par moi, ça s'est fait par une personne bien plus importante que moi au niveau public, qui est Nadia El Fani, c'est une très grande réalisatrice franco-tunisienne. Et Nadia El Fani a décidé de créer une association qui s'appelle Laïcs sans frontières. Et Laïcs sans frontières, j'en suis également bah, du coup le co-créateur. En tout cas, j'en suis le trésorier. Et du coup, je fais complètement partie de la genèse de cette association. Aux côtés de Nadia et de moi, donc il y a Betty Lashgar. Ibtissam Lashgar, c'est une militante marocaine pour tout ce qui tourne autour du féminisme. Donc elle se définit comme féministe radicale et elle est très impliquée dans différentes causes qui touchent la laïcité évidemment, mais le féminisme du coup, les droits des femmes, et, tout ce qui a trait à la violence envers les femmes. Et elle est du coup fondatrice du mouvement Mali. C'est un mouvement très important au Maroc. Donc, Betty est très connue là-bas, mais elle est également connue, je pense, ici par les gens, en tout cas les apostats, je pense que vous la connaissez tous. Et du coup, Ibtissam Lachgar fait partie de l'aventure Laïcs sans frontières. À nos côtés, donc la quatrième cofondatrice se nomme Sabrine Bouzeriata. Alors c'est une activiste tunisienne qui s'est fait malheureusement expulser de son pays parce que elle avait défendu des positions qui n'avaient rien de très choquantes de notre point de vue, mais tout simplement elle avait milité pour l'athéisme et elle avait revendiqué le fait qu'elle n'était pas musulmane. Et donc ça a été suffisant pour lui causer pas mal de problèmes là-bas. Et aujourd'hui, elle vit en France et donc du coup, elle a fondé avec nous l'association. Donc cette association, Laïcs sans frontières, son but premier, en tout cas son but pour l'année 2023, c'est de mettre en place l'événement Celebrating Dissent à Paris. Donc Celebrating Dissent, c'est aussi une conférence. Du coup, on va inviter la plupart des gros militants euh, de la cause, voilà, de tout ce qui est autour de la laïcité. Mais là, c'est parce que c'est en France que ça va être la laïcité. Mais évidemment, il y a l'athéisme, tout ce qui est lutte contre les théocraties. Et pourquoi je reste un peu évasif et un peu flou, c'est parce que justement, ce sont les personnes présentes pour la mise en place de l'événement qui seront amenées à inviter les conférenciers. Et si vous voulez faire partie de l'aventure, si vous voulez avoir votre mot à dire, bah alors du coup n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Notre association a démarré sa campagne de recrutement et nous recrutons un maximum d'adhérents. Donc plus vous venez tôt et plus vous aurez votre mot à dire sur la manière dont va se dérouler l'événement. Si vous n'êtes pas physiquement présent en région parisienne, parce que c'est ici que tout va se passer physiquement, c'est pas grave, vous pouvez quand même aider à distance. On recherche par exemple toutes les personnes qui travaillent dans le monde digital, donc ça peut être la personne qui voudra créer le site internet, les personnes qui voudront s'occuper des comptes Instagram, YouTube, Facebook, etc. Enfin, une sorte de community manager. En gros, si vous avez l'envie d'aider pour la cause qu'on défend, contactez-moi sur apostaislam@gmail.com, expliquez-moi votre démarche, on communiquera, je vous expliquerai tout ce qu'il y a besoin de savoir. Évidemment, il y aura une petite cotisation qui va de 20 à 100 euros en fonction de vos moyens, donc c'est totalement à votre appréciation. Évidemment, ça vous permettra aussi d'accéder à l'événement de manière gratuite, mais ça c'était logique. Dans tous les cas, si vous avez une question, si vous avez un doute, si vous avez quoi que ce soit à me dire, contactez-moi par email, je serai ravi de vous répondre. Même si c'est pour ne pas participer de manière voilà, ferme et claire et intense, il n'y a aucun problème, contactez-moi. On a simplement besoin de gens de bonne volonté qui souhaitent nous aider. Et croyez-moi, il n'y aura pas d'autres événements de cette carrure avant un bon bout de temps. C'est déjà une chance qu'on a réussi à obtenir l'accord pour le faire à Paris. Alors évidemment, le fait de l'organiser à Paris, je pense que ça a été un facilitateur. Et du coup, même si vous découvrez ce message plus tard dans l'année, n'hésitez toujours pas à me contacter. Le recrutement se fera de toute manière tout au long de l'année. Mais vraiment, je vous invite à nous rejoindre dès le début parce que c'est là où l'ossature de l'événement va se faire. Pour l'instant, on a créé l'association, on a ouvert le compte en banque, on a quand même mis en place les premiers panels. En tout cas,
Ils sont pas encore définitifs, mais on en a une bonne idée. Je vais mettre en description de l'épisode du podcast les panels qui sont proposés et aussi le petit message de notre présidente du coup, Nadia El Fani, qui vous explique rapidement la démarche. Et donc allez en description pour retrouver tout ça. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.